Envie de vous présenter aujourd'hui, il me tenait à cœur de le faire en tout cas, ce profil de haut potentiel. Oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un, même si officiellement on parle beaucoup du HPI, eh bien il y a aussi ce haut potentiel dit émotionnel qui existe et dont on parle très peu et pour cause il est mal connu. Et qui plus est, pas officiellement reconnu par les neurosciences, qui en parlent très peu, ou quand on observe et quand on lit un peu la littérature, des psychologues ou des psychiatres, eh bien finalement c'est pas du tout représentatif de la réalité. Donc on va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui. Alors avant tout, bienvenue sur cette chaîne. Je vous invite, pour la faire vivre, si le contenu vous fait écho en vous, à vous y abonner et puis à liker. Puis je vous invite aussi à la partager si le contenu vous inspire, parce que ça peut aussi ouvrir le champ et la conscience de certaines personnes de votre entourage ou peut-être des personnes auxquelles vous pensez. Je suis psychopraticienne, donc professionnelle en relation d'aide depuis maintenant 8 ans, spécialisée dans la technique et dont une méthode que j'ai développée à travers de l'état modifié de conscience qui permet d'accéder à cette banque de données mémorielles du subconscient ou de l'inconscient et qui permet de pouvoir reprogrammer un certain nombre d'informations et qui a une résonance au niveau cellulaire et puis au niveau énergétique, du niveau vibratoire de votre être et de votre corps. Je vous parle en ce nom aujourd'hui et c'est en ce sens aussi et au travers des différentes et nombreuses séances que j'ai accompagnées et donc auprès de milliers de personnes, séances que je vous parle aujourd'hui et que je vous expose ce sujet. Alors, le haut potentiel émotionnel, ses caractéristiques, quelles sont-elles? Comment on le définit? Et il va y avoir, je vous l'annonce tout de suite, différentes vidéos que je vais développer pour rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce profil particulier de douance. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être haut potentiel émotionnel? Alors, on entend souvent parler du haut potentiel intellectuel, le HPI, mais moins du haut potentiel émotionnel, donc le HPE. Le haut potentiel émotionnel, c'est un concept, en tout cas c'est parti d'un concept qui suscite un intérêt qui est croissant dans le domaine de la psychologie et de l'accompagnement des personnes neuroatypiques et neurodivergentes. Par opposition aux formes d'intelligence dites intellectuelles, du HPI, au potentiel intellectuel, eh bien le HPE représente des formes spécifiques d'intelligence dite émotionnelle particulièrement développée. Et on va voir ce que ça sous-tend derrière, ce que ça veut dire. Alors, cette présentation que je vous fais aujourd'hui, elle va synthétiser des informations que j'ai pu recueillir au cours des différentes plus de 4000 séances d'accompagnement que j'ai pu réaliser durant toutes ces années de pratique auprès notamment de ces personnes au profil de haut potentiel émotionnel, de ce profil atypique, et tout en tenant compte en même temps aussi des débats qui entourent encore sa reconnaissance officielle et puis ce que l'on trouve aussi en termes de présentation auprès des psychologues ou de la littérature qui est accessible. D'abord, commençons par définir le haut potentiel et puis le concept. Qu'est-ce que c'est? Alors le haut potentiel émotionnel, HPE donc, désigne une personne dotée d'une intelligence dite émotionnelle supérieure à la moyenne. Et j'attire votre attention là-dessus, sur le terme émotionnel. Ça, c'est la définition officielle que l'on peut retrouver la plupart du temps. En psychologie, la qualification d'intelligence émotionnelle fait référence à la distinction des applications cérébrales spécifiques du cerveau droit, aussi nommé cerveau émotionnel. C'est comme ça qu'en psychologie, on nomme le cerveau droit. C'est le cerveau émotionnel. Donc c'est une sémantique émotionnelle qui synthétise
et qui a pour but de qualifier les applications spécifiques, effectivement, au cerveau droit, par opposition, par complémentarité au cerveau gauche, qui en psychologie est nommé cerveau intellectuel. C'est pour cela qu'on parle de haut potentiel intellectuel, qui fait écho aux applications et formes d'intelligence spécifiques du cerveau gauche. Donc revenons à notre haut potentiel émotionnel. Donc, émotionnel, intelligence émotionnelle fait référence à la distinction des applications cérébrales qui sont spécifiques du cerveau droit, qu'on appelle donc aussi le cerveau émotionnel, et qui est le siège des capacités, des formes d'intelligence permettant l'accès au champ d'information émotionnelle et spirituelle. Et je traduis émotionnel par de l'énergie, parce que l'émotion c'est de l'énergie, hein, c'est pas palpable, et spirituel par quantique, c'est-à-dire tout ce qui est aussi intangible, mais qui fait partie et qui est une source d'information dans ce qu'on peut trouver le champ quantique. Et je vous renvoie à la physique quantique et à la diffusion d'informations au travers justement de personnes comme Nassim Haramein ou encore Greg Braden sur la Divine Matrice. Donc ce champ d'information émotionnelle, donc cerveau droit et spirituel, représente en fait tout un champ d'information intangible, parce que c'est pas manifesté. Le subconscient et l'inconscient participent des fonctionnalités et des capacités du cerveau droit. Le subconscient et l'inconscient, c'est une banque de données mémorielles, c'est une banque d'informations non conscientisées par le sujet, et en psychologie, on appelle aussi le cerveau droit l'inconscient ou le subconscient, et dont l'origine, ces informations non conscientisées par le sujet, dont l'origine des expositions événementielles est multiple, d'accord ? Ça peut provenir de différentes situations dans lesquelles la personne a elle-même été exposée au niveau personnel, mais aussi au niveau transgénérationnel, parce qu'on sait au travers de l'épigénétique transgénérationnelle qu'il peut y avoir des générations qui n'ont pas été exposées à des situations, mais dont les parents ou les grands-parents de la lignée y ont été exposés, comme par exemple des situations de guerre ou de génocide, et qui, pour autant, ces générations descendantes suivantes, sans y être exposées, manifestent quand même des symptômes de ce qu'on appelle de stress post-traumatique ou de psychotraumatisme, sans avoir été exposées à ces situations. Donc, on voit bien que les informations mémorielles peuvent sauter, se passer de génération en génération et sont contenues dans le subconscient ou l'inconscient d'une personne. Donc l'origine, ça peut être aussi des mémoires et des expériences vécues dans le transgénérationnel, mais aussi vécues à un niveau collectif, à des moments de l'histoire par exemple. Et associer donc toute cette banque d'informations non conscientisées à une charge émotionnelle de différentes qualités et de différentes intensités. Ça peut être soit délétère, hein, ce qu'on appelle et ce qui va manifester les psychotraumatismes, comme ça peut être évolutif, c'est-à-dire qui génère une qualité d'être, un état de joie, un savoir-faire, des compétences. Les champs d'information énergétiques, donc émotionnels, et quantiques, donc qui correspondent à la conscience spirituelle, peuvent être décodés par les formes d'intelligence spécifiques du cerveau droit. Donc les applications du cerveau droit, hein, même si en synthèse cerveau droit, cerveau gauche, c'est très synthétisé, c'est une symbolique pour vraiment saisir une partie de ce que la science connaît dans la manifestation et le fonctionnement cérébral, qui est loin d'être acquis et loin d'être découvert dans sa complémentarité, ou sa complétude, en tout cas son entièreté. Et voilà ce qu'on sait. Et à ce titre, moi, je préfère parler d'intelligence, donc spécifique du cerveau droit,
intuitive, d'intelligence intuitive. Ce sont ces intelligences qui permettent d'avoir accès à tous ces champs d'informations qui ne sont pas forcément observables, manifestés, concrétisés, exprimés oralement et donc conscientisés par quelqu'un. La définition du coup du haut potentiel émotionnel est mise par les professionnels du champ psychologique et psychiatrique, neuroscientifique, décrit cette forme de douance par une capacité exceptionnelle à reconnaître et comprendre et gérer les émotions, tant les siennes, ses propres émotions, qui traversent la personne, que celles des autres. Contrairement au haut potentiel intellectuel, le HPI, dont l'acuité des formes d'intelligence se concentre sur les capacités intellectuelles, donc la conscientisation de tout ce qui peut se souvenir en fait, ce qui est observable et manifesté dans la matière, et sensoriel, au travers de la connexion sensorielle. Eh bien, le HPE, lui, met en avant les compétences du cerveau droit, donc ce que les scientifiques nomment compétences émotionnelles. Mais le mot, encore une fois, d'émotionnel est trop limitant par rapport à la différence et à la différence des formes d'intelligence dont il a l'acuité. Donc là, on parle aussi d'une douance parce que le haut potentiel émotionnel a une acuité dans ces formes d'intelligence spécifiques du cerveau droit, en réalité. Comme de l'autre côté, et je vous en parlerai à un autre moment dans une autre vidéo, le haut potentiel intellectuel a, lui, une acuité des formes d'intelligence spécifiques du cerveau gauche. Pour ça qu'on le nomme haut potentiel intellectuel. Cerveau gauche, cerveau intellectuel. Mais la définition des professionnels du champ psychologique que l'on trouve aujourd'hui, elle manque de subtilité. Et elle est éloignée de la réalité du terrain. Et je vous rappelle que ça fait de nombreuses années que j'accompagne, et sur différentes séances, une même personne et différentes personnes qui manifestent les caractéristiques de cette haute potentialité dite émotionnelle. Et ce que je retrouve, c'est que, en la comparant à cette littérature des professionnels de santé psychique, c'est qu'elle ne corrobore pas. Elle ne corrobore pas avec la réalité. Et il est important de préciser, du coup, que ces professionnels de santé psychique, ils ont moins l'habitude de recevoir en consultation ces profils de haut potentiel émotionnel. Et de ce fait, en fait, le connaissent très peu. Donc, ils vont partir du principe d'une forme de théorie, on pourrait dire, peut-être par complémentarité de ce que l'on sait du haut potentiel intellectuel et de ce qui peut aussi, et ça c'est important de le préciser, être retranscrit par peut-être certains hauts potentiels émotionnels qui peuvent arriver en consultation, mais qui ont cette capacité particulièrement développée de refouler beaucoup au niveau émotionnel, de ne pas se livrer si facilement que ça, et de considérer notamment le dévoilement de soi comme une vulnérabilité et quelque chose qui pourrait se retourner contre eux, en tout cas une perte de contrôle. Donc, ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est que ce sont des personnes, les hauts potentiels émotionnels, que l'on retrouve assez peu en consultation. Et quand ils y arrivent, c'est vraiment parce qu'ils y ont été obligés, parce qu'ils vivent vraiment un inconfort très douloureux d'une période de leur vie, ou de quelque chose qui remonte et qui les amène à dysfonctionner quelque part. Certaines des caractéristiques déterminantes du haut potentiel émotionnel sont à l'origine de cet état de fait. Donc, je vous le rappelle, une ultra-indépendance, c'est-à-dire une autosuffisance qui est très développée et qui se traduit par l'évitement de situations de vulnérabilité face à autrui.
donc par peur que ce soit utilisé contre lui, donc par peur d'être manipulé, ce que je vous précisais, et puis une méfiance du bien fondé, de la réciprocité dans l'échange avec l'autre, ainsi que le surinvestissement analytique et conceptuel dans sa perception de la vie par manque de conscience corporelle. Donc je vous rappelle que du coup, ces formes d'intelligence qui lui donnent accès aux compétences du cerveau gauche, qui sont la conscience corporelle et la conscience intellectuelle, ne sont pas du coup suffisamment développées. Alors ça variable aussi d'un individu à l'autre, hein, parce que certains hauts potentiels émotionnels dominants, hein, avec une acuité de forme d'intelligence dominante, hein, d'un certain côté, pourront, selon leur expérience de vie, avoir compensé en déployant les autres formes d'intelligence. Mais il va leur manquer une connexion sensorielle qui fait partie, hein, qui donne accès à cette conscience corporelle, qui est suffisamment développée. Et ce qui va leur donner une difficulté à ressentir dans leur propre corps, et voire même être extrêmement inconfortable à ressentir dans leur propre corps, avec une difficulté à décoder les sensations du corps, en ayant même peur de les ressentir, et donc en les mettant de côté. Et en même temps, une extrême sensibilité à l'énergie et donc aux émotions qui les traversent, qui vont leur donner à ressentir ces propres sensations dans leur propre corps, je précise, hein, avec lesquels ils ne sont pas familiers du coup. Donc il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment déployé, qui les empêche d'arriver à décoder ça en passant par le néocortex, toutes ces informations-là, issues des stimuli de l'extérieur. Donc il va y avoir un système, un mécanisme de protection qui va se mettre en place et qui les empêche effectivement d'accéder à ces informations. Donc le haut potentiel émotionnel va surinvestir au niveau analytique et développement et perception conceptuelle dans sa perception de la vie, par manque justement de cette conscience corporelle. Et tout ça, en fait, ça lui permet une mise à distance des ressentis et émotionnels et physiques douloureux. Alors, en plus de ça, il n'est pas rare de retrouver ce profil au potentiel émotionnel chez les professionnels de santé psychique, utilisant des techniques analytiques, dont les psychologues ou les psychanalystes, par exemple. La définition donc du haut potentiel émotionnel, HPE, émise par les professionnels du champ psychologique, décrit les sujets HPE comme possédant un quotient émotionnel très élevé. Et ce qui va leur conférer du coup des aptitudes particulières dans la gestion de leurs propres émotions et dans leurs interactions avec autrui. Et cette dimension émotionnelle surdéveloppée influence profondément leur perception du monde et leurs relations interpersonnelles. Mais la réalité, par rapport à cette définition, c'est que il y a effectivement chez eux ce qu'on appelle un quotient émotionnel, dans le sens où ils ont une capacité d'une très grande sensibilité à capter les émotions qui traversent les autres, les énergies qui traversent d'autres personnes, d'autres êtres, aussi ça peut être des animaux, des lieux, etc. Ils ont une très grande capacité à capter ces informations chez les autres. Ils peuvent même ressentir dans leur corps les sensations de douleur ou de gêne qui sont perçues chez les autres ou chez un animal en s'y connectant. Mais pour autant, ça n'est pas facile pour eux de réguler ces ressentis. Et parce qu'ils ressentent chez les autres beaucoup plus facilement que pour eux et chez eux et en leur propre corps, eh bien, ce qui va se passer, c'est que c'est pas si facile pour eux de réguler tout ça et d'identifier et de canaliser ces émotions. Il y a un rapport à l'émotionnel qui est très particulier chez les hauts potentiels émotionnels. Mais par contre, ça va leur conférer une aptitude réelle
à capter les émotions qui traversent une personne sans qu'elle n'émette et qu'elle n'exprime concrètement quoi que ce soit. Il capte l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Il capte un certain nombre d'informations de votre banque de données mémorielles, contenues dans le subconscient, qui peuvent être inconscientes chez vous, mais les hauts potentiels émotionnels sont en capacité de capter ces informations, qui peut d'ailleurs les mettre en très grand inconfort, et en même temps dont ils peuvent ignorer la provenance, c'est-à-dire de cette capacité, de cette haute potentialité à capter ces informations. En réalité, donc effectivement, leur capacité exceptionnelle, elle réside dans la reconnaissance et l'empathie. Et on peut parler même d'hyper-empathie, émotionnelle et psychique. Donc, ce que je viens de vous expliquer. Subconscient, inconscient, des autres. Donc, l'acuité de leur forme d'intelligence leur permet de détecter la qualité énergétique et quantique, donc mémorielle, des personnes, des objets, des lieux, des animaux aussi, des êtres vivants, des végétaux, du monde végétal aussi. Et ils sont capables de ressentir dans leur propre corps les symptômes agissant dans le corps d'autrui. Ils sont vraiment hypersensibles à ces informations et très facilement submergés par l'intensité émotionnelle qui peuvent avoir du mal à réguler sans entrer soit en dissociation, soit ce qu'on va pouvoir aussi par la suite, sans une altération des sens. Et ce qu'on peut observer très souvent d'ailleurs chez les hauts potentiels émotionnels, c'est que pour temporiser, c'est comme si le bouton du son, il était au max, alors que pour vous, il est à la moitié par exemple, ou pas très haut. Et bien chez eux, le bouton, ça crie, ça hurle. Et donc, pour temporiser justement cette ultra-sensibilité à toutes ces énergies, ces informations énergétiques et quantiques, eh bien, il va y avoir une diminution de l'activité et de l'accession à certains sens. Il peut avoir des problèmes d'audition, il peut avoir des problèmes à ressentir au niveau de l'olfaction. Le visuel est très stimulé en général chez eux. Ils peuvent avoir des problèmes de goût avec une difficulté à capter au niveau de la sensorialité. Ça, ce sont tous les sens externes, mais il y a aussi les sens internes. Et en général, c'est pas développé, c'est pas très. Et ce qui leur permet, au travers de cette compensation-là, de cette sensorialité, de cette connexion sensorielle qui n'est pas suffisamment déployée, ou encore par des épisodes de dissociation dont ils sont très souvent en fait traversés, activés, ok. Et je précise d'ailleurs que c'est inconscient, c'est un mécanisme d'adaptation justement qui se déclenche chez eux pour les mettre à distance de l'émotion et des ressentis dans le corps. Eh bien ça, c'est leur stratégie de défense. Et la sensibilité de leur système nerveux active plus régulièrement que la moyenne leur système de défense lors d'exposition à une quantité d'informations énergétiques et quantiques et au travers des nombreux stimuli qu'on peut avoir au cours d'une journée par l'extérieur, par des situations, par le ton d'une voix, l'attitude d'une personne, etc., etc. Donc leur douance, elle va se caractériser par une capacité exceptionnelle à ressentir et reconnaître les émotions, les sensations corporelles, les pensées aussi, les formes pensées qui traversent quelqu'un d'autre. Il y a une capacité à les capter. Et les mémoires inconscientes portées par autrui, par des êtres vivants et des lieux, des objets aussi. Et ils savent lire l'autre sans expression manifeste de sa part. Et c'est ça qui leur permet de répondre rapidement à leurs demandes pour favoriser leur soulagement. Parce qu'ils captent ces informations, ils sont aussi en capacité de pouvoir adapter leur discours et leur comportement pour soulager quelque chose que la personne va ressentir. Le fait de capter ces informations intangibles, non exprimées par la personne, non demandées par la personne en fait, va leur permettre de pouvoir de prendre en charge. Mais est-ce que
c'est réellement leur rôle de prendre en charge. En tout cas, cette capacité, cette haute capacité à accéder à ces informations va souvent leur faire jouer ce rôle-là. L'acuité de leur forme d'intelligence interpersonnelle, du coup, par cette capacité de capter ce que l'autre ressent et de répondre d'une certaine façon pour venir le soulager ou pour venir initier la conversation par rapport à ce qu'il peut ressentir, leur confère effectivement une capacité d'entrer en relation et d'intelligence interpersonnelle. Par contre, ça reste toujours en superficie, hein. C'est-à-dire que il ne s'agit pas non plus de rentrer facilement dans une profondeur d'échange, d'accord? Mais auprès de tout le monde, j'ai envie de dire, sans que ça passe par une amitié ou la connaissance de longue date d'une personne, ils vont être en capacité de capter ça chez une autre personne. Et donc, cette acuité de leur forme d'intelligence interpersonnelle va leur conférer effectivement, entre autres, cette exceptionnelle capacité relationnelle avec tout le monde. Souvent, ce sont des gens qui sont appréciés, qui ont une aura. Quand ils sortent au monde, d'accord, ils ont cette capacité d'aller discuter un peu avec tout le monde, quand ils ont l'énergie d'aller se mettre en contact avec tout le monde. En général, ils aiment bien ça, ils aiment bien l'interaction, mais encore une fois, pas dans la profondeur de l'intimité, hein. Et il n'y a pas chez eux vraiment de distinction de niveau relationnel pour percevoir ces informations. C'est-à-dire, c'est pas que au niveau des personnes proches qui captent ces informations. Ça peut être aussi au travers de connaissances ou de gens inconnus qui croisent lors d'un événement. Toutes, en tout cas, sont perçues selon les mêmes critères. Tout le monde est pareil. Donc, c'est là où on peut reconnaître chez le haut potentiel émotionnel un niveau de sympathie qui génère auprès de tout le monde en général. Et ils peuvent être assez séduisants, ils peuvent être assez attractifs, j'ai envie de dire, ou en tout cas ce pouvoir d'attraction près de tout le monde. Parce que de cette capacité qu'ils ont à ressentir l'état d'esprit d'une personne, des formes pensées, ça leur confère en fait le fait d'aborder un sujet ou de répondre à quelque chose qui n'a même pas été demandé par une personne, ce qui fait que ça peut créer l'illusion ou une notion de condition de très grande connivence, alors que les personnes se connaissent très peu, d'accord? Donc cette sympathie, ce capital sympathie, il vient de là. Alors, il y a une chose aussi quant à leur capacité de gestion des émotions qu'il faut aborder, les concernant en tout cas, et de perception des sensations liées à leur propre corps. Et notamment qu'il leur faudra vraiment, il leur faut développer l'intelligence intrapersonnelle et la conscience de leur propre corps et de leur propre dimension matérielle et corporelle organique en fait, avec les sensations que ça amène. Qui, elles, sont accrues chez le HPI, d'accord? Pour pouvoir, chez le HPE, arriver à s'en laisser traverser de ces informations et recueillir les signaux qu'elles apportent sans que, du coup, la dissociation n'opère pour se couper de ces informations, trop intenses pour elles. Et du coup, de ce fait, ils sont sujets à de grandes variations émotionnelles, hein. Les HPE, des montagnes russes qui passent d'une excitation de joie à un profond désarroi sur de faibles amplitudes temporelles. C'est-à-dire que ça peut être en quelques heures ou en quelques jours ressentir une intensité de joie et d'excitation pour tomber dans les profondeurs d'un down incommensurable, et donc il leur est difficile de canaliser, de réguler au niveau émotionnel. D'où cette stratégie de protection de refouler les émotions pour pouvoir créer une neutralité à la fois énergétique et au niveau de la connexion sensorielle pour s'en sortir du mieux possible pour gérer leur quotidien en fait, hein, et leurs interactions avec les gens. Et ils ont du coup tendance dans ces situations-là à se sentir impuissants face au comportement inhérent à, du coup, à ces traversées émotionnelles, hein, qu'ils ont du mal à comprendre, hein, souvent. Et ils peuvent ressentir aussi un sentiment de honte
à vivre ça et de ne pas savoir le réguler, c'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir vraiment dans une impuissance face à ce qui les traverse. Et l'état de dissociation dans lequel ils entrent par période, hein, pour réguler justement leur rapport à l'environnement, pour continuer d'être là, pour aller au travail, pour être auprès de différentes personnes, parce que c'est important d'être là pour répondre à une demande sociale, personnelle, etc. Et ben ça va être un peu compliqué pour eux. Donc l'état de dissociation dans lequel ils entrent par période pour réguler effectivement leur rapport à l'environnement, souvent ça les fait apparaître faussement sécures. Souvent un haut potentiel émotionnel manifeste une forme d'attachement insécure, donc au niveau de la relation intime, de type évitant, qu'on peut retrouver aussi de type désorganisé. Et souvent, dans ces profils d'attachement-là, il va y avoir, surtout chez l'évitant, une confusion avec un type d'attachement sécure. C'est-à-dire que souvent, les personnes au type d'attachement évitant peuvent donner la sensation, de façon générale, d'être très sécures. Ce sont des Bouddhas. Ils donnent la sensation de ne pas se laisser toucher par les émotions, hein, de certaines situations de vie, hein, qu'on peut ressentir à différents moments de la journée, de la semaine, etc. C'est la vie. Et c'est ce qui donne et ce qui renvoie ce sentiment de très grande sécurité. Mais en fait, en réalité, ça peut être, et c'est souvent, issu de cette neutralité générée par ces états dissociatifs. Donc la capacité, notamment, et ça se traduit comme ça, qu'ils ont à se mettre dans une bulle pour se couper du monde tout en étant présents physiquement avec les autres, d'accord, pour justement créer cet état de pause dont ils ont besoin suite à une hyperstimulation. Et ça, c'est caractéristique de tous les hauts potentiels, hein, mais d'une hyperstimulation qui viendrait les mettre en danger de rentrer dans des variations et des fluctuations trop grandes au niveau émotionnel. Donc à ce moment-là, quand ils se mettent dans leur bulle, ils sont coupés du monde, coupés de leurs émotions, même en étant en contact avec autrui, ce qui peut être perçu de façon très bizarre, hein, par l'entourage. Hein. Et ça peut avoir lieu au milieu d'un groupe. Voilà. Et ça renvoie l'image d'une personne sage, sûre d'elle-même. Quelquefois, on peut s'y tromper, hein, mais quelqu'un qui peut être beaucoup plus proche va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait ajusté, hein, comme une anesthésie sensorielle et émotionnelle à ce moment-là, qui peut être assez détectable par les proches, mais toujours pareil, assez incompris. Donc elle peut renvoyer cette image de personnes très sages et sûres d'elles-mêmes qui ne se laissent pas dominer par les émotions. Mais en fait, la réalité, elle est vraiment tout autre. Alors, l'origine et l'évolution du concept, hein, de haut potentiel émotionnel, qui à mon sens, voilà, c'est pas un concept, c'est une réalité, c'est que la notion de haut potentiel émotionnel, en fait, elle est relativement récente, hein, dans le paysage psychologique, donc dans les neurosciences. Le concept d'intelligence émotionnelle a commencé à être étudié dans les années 80, mais c'est vraiment dans les années 90 que Meyer et Salovey ont posé les bases du concept, parlant d'une forme d'intelligence sociale. Donc ça restait encore flou, mais voilà ce que ça disait. Où la capacité de décrypter ses propres émotions et celles des autres est accrue. Donc il y avait quand même une dimension qui n'était pas tout à fait la réalité, c'est-à-dire c'est pas décrypter ses propres émotions et celles des autres, c'est une capacité à ressentir les émotions qui traversent les autres. Et c'est en 95 que le psychologue Daniel Goleman a popularisé la notion d'intelligence émotionnelle, qui contribuera du coup à faire reconnaître que la surdouance, elle ne se limite pas au domaine logico-mathématique ou verbo-linguistique, hein, comme sont manifeste vraiment chez les hauts potentiels intellectuels.
Donc les applications, les formes d'intelligence typiquement neurogauchères, on va retrouver l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbo-linguistique et puis d'autres encore parce qu'il y a différentes formes d'intelligence. Et donc là, la première fois en 95, un psychologue popularise cette notion d'intelligence émotionnelle et vient amener l'idée que la haute potentialité, la surdouance, donc, ne se limite pas au potentiel intellectuel. Et donc, cette évolution, elle a permis d'élargir la compréhension des différentes formes d'intelligence et de haut potentiel. Donc, on va retrouver notamment les notions et les caractéristiques du haut potentiel émotionnel sous le qualificatif qu'on voit par contre beaucoup se développer et ce depuis un certain temps, au travers de la sémantique d'hypersensible ou d'ultra-sensible, qui est développée aussi par certains psychiatres en France. Et pour moi, les caractéristiques de l'hypersensibilité, eh bien, ce sont celles que l'on retrouve chez le haut potentiel émotionnel. Alors, pourquoi jusqu'à présent on a parlé d'hypersensibilité? Parce que dans les neurosciences, aujourd'hui, auprès des professionnels de la science humaine, d'accord, qui ne sont pas des sciences dures, comme les mathématiques, il est très difficile, du coup, d'établir des caractéristiques et des points très clairs, très limités. C'est très variable, ça demande beaucoup d'observation. Et ce qui se passe, c'est que, c'est très difficile d'identifier, au travers de tests psychométriques, les caractéristiques des formes d'intelligence du cerveau droit. Autant, et c'est pour ça qu'on parle du HPI et qu'il est reconnu dans les neurosciences, on peut, au travers d'outils développés qui permettent de mesurer au travers et d'établir des tests psychométriques, on est capable, au travers de ces outils, de mesurer les formes d'intelligence neurogauchère. D'accord ? Par contre, il s'agirait de développer des outils psychométriques capables de mesurer ces intelligences dites intangibles. D'accord ? Donc typiquement, neurodroitière. Comment on fait pour mesurer le fait d'être en capacité de capter des formes pensées qui traversent une personne sans qu'elle les exprime encore ? Comment on peut quantifier et par quel outil il pourrait être possible de développer pour quantifier et mesurer la capacité à capter des informations qui sont contenues dans le subconscient ou l'inconscient d'une personne ? Rien n'est impossible. Et à mon sens, ça pourra se développer, ça. Mais comme aujourd'hui, ces outils ne sont pas développés, ne sont pas reconnus, du coup, n'existent pas par les neuroscientifiques, eh bien, la science telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, eh bien, à partir du moment où quelque chose n'est pas quantifiable, ça n'existe pas. Et pourtant, ça existe. Et donc, à ce moment-là, eh bien, l'outil qui permet de mesurer ces formes d'intelligence neurodroitière ne serait-elle pas au travers d'une observation et de l'accompagnement et de la détection d'un certain nombre d'indices quantitatifs ou plutôt qualitatifs, qui permettraient d'identifier effectivement ce modèle de fonctionnement et ce type de surdouance qui existe réellement et qui peut amener en même temps qu'une grande puissance et une grande capacité à accéder à certaines informations auxquelles la plupart des gens n'accèdent pas, y compris les hauts potentiels intellectuels, certains en tout cas, mais qui peut servir énormément. Donc on verra par la suite dans d'autres vidéos que je souhaite développer justement, d'aller plus en profondeur au travers de ce profil, de comment les compétences et dans quel champ d'activité elles peuvent être très utiles, dans quel type de métier par exemple, et puis en même temps que les différentes formes d'intelligence aussi dans lesquelles ils sont particulièrement doués. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand il y a
un profil de haut potentiel, qu'il soit intellectuel ou émotionnel. Souvent, il y a donc une acuité de forme d'intelligence qui accède et qui donne à une certaine puissance, mais qui peut être difficile de maîtriser. Et surtout, ce que je peux observer, c'est que en parallèle de cette acuité de forme d'intelligence, il y a souvent une défaillance dans les autres formes d'intelligence qui sont complémentaires et qui sont aussi importantes et qui peuvent de cette défaillance manifester, suivant le profil HPI ou HPE, certains troubles ou certaines dysfonctionnalités que l'on peut retrouver.